Bonjour à tous, je vous propose donc comme prévu une session de cours un peu particulière puisque vous la recevez directement par internet sur le site du cours. Et donc pour ce cours d'aujourd'hui, je vais poursuivre sur cette notion d'épilinguistique que j'ai introduite il y a déjà quelques semaines, à partir donc d'un certain nombre de remarques sur ce qui se faisait du côté des youtubeurs. Et ce que je souhaite vous montrer, donc, c'est que l'épilinguistique correspond à une catégorie de l'analyse linguistique, une catégorie de ce qu'on peut appeler la linguistique spontanée ou la linguistique populaire, ou la linguistique naïve. J'ai donc commencé à vous présenter à partir d'un numéro de la revue Pratique quelques aspects de cette linguistique populaire, et c'est ce que je vais continuer à faire aujourd'hui. Alors, nous avons vu que la notion de linguistique populaire pouvait être considérée comme une traduction de l'expression folk linguistics, qui est utilisée dans le monde anglo-saxon. Et j'ai pris comme exemple le cas d'un article de Preston qui a été traduit par Guy Acharbel et Marianne Pavot dans la revue Pratique de décembre 2008, dont il a déjà été question au cours précédent. Et je vais donc continuer aujourd'hui de travailler avec vous sur cet article. Alors, nous avions vu la dernière fois qu'il y avait différentes raisons qui permettaient de justifier l'intérêt de la folk linguistics ou de la linguistique populaire, des raisons ethno-linguistiques, linguistiques, des raisons concernant la variation et le changement linguistique, ou encore des raisons relatives à la linguistique appliquée. Je n'y reviens pas, je vous renvoie au cours précédent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la suivante: où placer ces données qui sont constituées par les remarques des locuteurs, puisque, on l'a vu, l'analyse de la folk linguistics repose sur des analyses conversationnelles, sur les discours que produisent les locuteurs sur différents aspects de leur propre langue ou d'autres variétés de langue, on va le voir. Mais la question donc c'est où pourrait-on placer dans un tableau d'ensemble du fonctionnement du langage ces remarques? Alors la solution que propose Preston est la suivante. Il distingue trois grands types trois polarités, disons. Ce que les gens disent, les réactions conscientes à ce que les gens disent et les commentaires sur la langue, et puis les réactions inconscientes. Alors, l'axe évidemment réaction inconsciente, réaction consciente est un axe qui a la forme d'un continuum, exprimé ici par le B1, BN, donc ça veut dire qu'on va de réaction plus ou moins consciente à plus ou moins inconsciente. Bien. En haut du triangle, vous avez ce que les gens disent. Donc, ce que les gens disent est déterminé, c'est le point A', par des états cognitifs et des processus qui déterminent ce point A, c'est-à-dire ce que les gens disent. Donc, des états cognitifs et des processus, qui sont des processus cognitifs, bien sûr, qui sont, disons, qui sont à l'origine, si l'on veut, de ce que les gens disent. Hein. Ça, c'est une idée qui est très très explicite chez Preston. Une formule qu'il utilise, c'est où est le langage, il est dans le cerveau des individus. Hein. Il n'est pas dans les textes, etc. Pour quelqu'un comme Preston, il est clair que la seule réalité du langage se situe dans le système cognitif des gens qui parlent. Hein. Donc, c'est ce qui explique qu'il situe au sommet de ce triangle les états cognitifs qui vont déterminer ce que les gens disent. Bien.
Et donc, vous voyez que du coup, la folk linguistics apparaît plutôt comme correspondant au pôle B1 du triangle, c'est-à-dire les réactions conscientes et les commentaires sur la langue, mais aussi au pôle BN, puisqu'on le verra dans les propos que les locuteurs tiennent sur leur langue. Dans certains cas, ils ne sont pas tellement conscients de ce qu'ils savent sur leur langue. On l'a vu la dernière fois, le champ de l'épilinguistique, c'est une connaissance qui ne se connaît pas comme telle. Ça n'est pas une connaissance explicite. Bien. Donc il y a deux types d'états cognitifs finalement, des états cognitifs qui déterminent ce que les gens disent et des états cognitifs qui déterminent les réactions conscientes ou inconscientes à ce que les gens disent. Alors, je vais vous proposer deux exemples et je commencerai par le premier, qui est donc un exemple tiré d'un entretien, donc un entretien qui a été analysé dans le cadre de ce qu'on appelle parfois une analyse de discours, un entretien avec une locutrice du sud-est du Michigan, d'environ 50 ans et issue de la classe moyenne. Alors on va commenter en détail la façon dont Preston présente ce cas. Alors, voici d'abord le propos de cette locutrice qui est ici désignée par la lettre M. Ah, alors ça, c'est ça qui m'énerve, vous voyez, c'est vraiment une personne noire éduquée, je veux dire, je ne m'occupe pas de la couleur de la personne, c'est pas important pour moi, et vous pouvez les comprendre, et vous pouvez leur parler. Et regardez les infos, toutes les chaînes d'infos et tout le reste, ils ne parlent pas, elle baisse la voix, hey man, elle imite ensuite le parler afro-américain, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Et je pense qu'il n'y a aucune excuse à ça. C'est de la paresse, et sûrement c'est peut-être ça. Vous voyez, parce qu'ils appartiennent aux couches populaires et qu'ils ne savent pas comment en sortir et qu'ils ne veulent pas d'ailleurs. Bien. Alors, vous allez voir que là, c'est simplement un extrait, bien sûr, d'un entretien que Preston a eu avec cette locutrice. Et vous allez voir comment il analyse cet extrait pour en tirer des informations intéressantes sur le plan de la folk linguistics. Alors, dans le commentaire de Preston, il y a un acronyme qui est utilisé, AAVE, qui signifie Afro-American Vernacular English, c'est-à-dire l'anglais afro-américain, si vous voulez. Alors, voici ce que commence par dire Preston. Il s'agit clairement d'un discours qui porte sur le langage. L'inintelligibilité de l'AAVE et l'irresponsabilité de ceux qui le parlent. Bon, ça c'est clair, c'est un discours qui porte sur le langage, donc puisqu'il ne s'agit pas d'un discours de linguiste, auquel cas ça pourrait être un discours métalinguistique, il s'agit bien d'un discours épilinguistique. L'analyse de l'AAVE par M est fondée sur deux traits bien connus en folk linguistics. D'abord, l'AAVE est différent de sa propre variété, un argument linguistique interne, donc sa propre variété, c'est-à-dire la variété de l'anglais que parle la locutrice M. Et ensuite, ce n'est à l'évidence pas une variété valorisée ou correcte. Et là, c'est pour Preston un argument linguistique ou structurel externe. Donc, il y a bien une analyse de quelque chose de linguistique, c'est-à-dire une variété de l'anglais par la locutrice, et cette analyse repose sur deux types d'arguments. Un argument de linguistique interne, c'est-à-dire simplement le fait qu'elle perçoit bien la différence entre cette variété de l'anglais et celle qu'elle parle, elle, et puis par ailleurs un argument externe, disons, qui est le fait que cette variété est peu valorisée par rapport à la sienne. Je poursuis le commentaire de Preston. Ce bref commentaire de linguistique folk montre que les présuppositions qui sous-tendent ce type de discours, la variété des croyances folk non formulées, c'est-à-dire implicites que partagent les membres d'une communauté, constituent un riche domaine à explorer.
Alors, vous voyez que ce qui intéresse ici Preston, c'est pas seulement ce qui est dit, mais aussi les présuppositions. Les linguistes comme les philosophes s'accordent à penser que les présuppositions constituent la colonne vertébrale de l'intercompréhension entre les protagonistes d'une conversation. Et là, il cite Stolnaker. Les présuppositions sont ce qui constitue le socle commun des acteurs d'une conversation, qui est traité comme leur savoir partagé ou leur savoir mutuel. Bon. Alors, bien sûr, on pourrait approfondir cette notion de présupposition, et elle est effectivement essentielle. L'idée ici est que lorsqu'on engage la conversation avec quelqu'un, la possibilité d'engager cette conversation, pour prendre ce cas particulier de situation linguistique, repose sur des présuppositions qui n'apparaissent jamais dans le discours, mais qui sont des conditions minimales de l'entente, de la possibilité du discours. Alors continuons. Avec cela à l'esprit, retournons vers M, qui explique très directement pourquoi les Afro-Américains utilisent une variété qu'elle ne peut pas comprendre. Ils sont paresseux. Bon, on voit où il veut en venir dans les présupposés. M doit se dire que l'argument est peut-être un peu brutal, car il poursuit en excusant ce comportement, expliquant que ce type de locuteur appartient aux classes populaires et ne sait pas comment sortir de sa condition, bien qu'elle ajoute vite que c'est sans doute qu'il ne le veut pas. Bien, alors on voit bien ici que aux arguments linguistiques se mêlent des arguments sociologiques, qui sont ici liés au clivage raciaux entre blanc et noir. M remarque ensuite qu'elle ne peut comprendre M remarque ensuite qu'elle peut comprendre une personne noire éduquée et qu'elle peut discuter avec elle, après avoir affirmé par dénégation qu'elle ne se préoccupe pas de la couleur des gens. Mais elle dit qu'elle ne peut pas comprendre les autres Afro-Américains. Et elle fournit une petite imitation de leur manière de parler qui, à l'exception de Heyman, n'est pas constituée de mots. Bon, alors, on voit bien, c'est immédiatement perceptible dans le propos de cette locutrice M, que son propos n'est pas d'une grande cohérence. Elle se contredit assez largement entre le début et la fin de son propos. Mais bon, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui intéresse Preston, c'est que cette locutrice marque donc le fait qu'elle fait une différence entre ce qu'elle accepte ou ce qu'elle peut comprendre et ce qu'elle ne peut pas comprendre. Et pour bien montrer, évidemment, qu'on ne peut pas comprendre, ce n'est pas elle qui ne peut pas comprendre, eh bien, elle propose une imitation du parler afro-américain qui n'est même pas constituée de mots. Vous aurez vu, je ne l'ai pas lu tout à l'heure parce que c'est assez difficile à lire au fond. Donc c'est une espèce de charabia qui vise à imiter ce qu'elle prétend entendre sans comprendre. Alors on en arrive donc à sa théorie folk, selon Preston, sa première grande thèse folk est par conséquent qu'elle ne peut pas comprendre certaines variétés du parler afro-américain. Mais n'est-ce pas parce que M et les locuteurs de la AVE ne partagent pas les mêmes systèmes de règles? Alors bon, certes, cette personne ne peut pas comprendre la AVE, l'afro-américain, mettons. C'est une chose de dire cela. On pourrait le dire en disant simplement, voilà, je ne maîtrise pas ce parler, je ne maîtrise pas ce système de règles, j'en maîtrise un autre, et puis voilà, je dis simplement cela, que je ne maîtrise pas un système, une variété de l'anglais qui repose sur des systèmes de règles différents de la variété de l'anglais à laquelle je suis accoutumé. Mais ça n'est pas
ce qu'elle dit en réalité. Donc je poursuis la lecture de l'extrait de Preston. Il peut sembler à première vue qu'elle pense simplement que les locuteurs ne peuvent être excusés d'utiliser le système de règles de leur langue première, alors qu'il en existe un autre alentour qui semble préférable à certains. Alors là, ce sera un argument, disons, purement sociologique, voilà. Pourquoi ces gens utilisent un système de règles marginal au lieu d'utiliser la variété de l'anglais qui est la plus commune à tous. Bon, quand vous y pensez bien, évidemment, c'est une forme d'argumentation qu'on peut être tenté d'utiliser dans certains cas. Là, le parallèle avec la variété de l'anglais AVE, enfin l'afro-américain, ce serait par exemple le français des cités, comme on dit parfois, ou des banlieues. Bon, alors oui, pourquoi ces gens parlent-ils une variété spéciale au lieu de parler le français comme tout le monde? Bon, voilà, ce serait un peu ça l'idée. Mais quand on regarde bien, il y a quelque chose de plus. Alors, comment M justifie-t-elle le fait de croire que ceux qui n'acquièrent pas un autre système de règles que le leur sont paresseux? Ce type d'acquisition n'est-il pas difficile? En fait, de nombreux non-linguistes croient que l'anglais standard peut être acquis sans effort. Et beaucoup considèrent la variété standard comme la seule incarnation d'un comportement langagier régulier. Bien, alors, vous vous souvenez dans l'extrait, la locutrice M dit clairement que ces personnes qui ne parlent pas l'anglais standard sont paresseux, ils ne font pas l'effort de parler correctement. Ce que ça sous-entend, bien sûr, c'est que s'ils ne font pas un effort, les comprendre, eux, ne devraient pas non plus requérir de faire un effort particulier. Hein. C'est-à-dire, soit on choisit un système de règles pour des raisons, je ne sais pas, sociologiques, soit on considère qu'il y a un système plus difficile que l'autre. Alors, si on dit que les locuteurs de la AVE sont paresseux, ça a l'air de sous-entendre qu'il faut un effort particulier pour acquérir une variété correcte ou standard de l'anglais. Mais, selon Preston, donc, de nombreux non-linguistes pensent que l'anglais standard peut être acquis sans effort. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce passage, hein, parce que d'un côté, vous voyez, comment M justifie-t-elle le fait de croire que ceux qui n'acquièrent pas un autre système de règles que le leur sont paresseux? Donc Preston s'interroge sur cette justification, mais il suppose que M considère que les autres sont paresseux parce qu'ils n'acquièrent pas le système de règles de l'anglais standard, mais en réalité, juste après, il dit, bah oui, mais de nombreux non-linguistes croient que l'anglais standard peut être acquis sans effort. Bon, donc là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par la suite. L'idée que les variétés non standards répondent aussi à des règles est très étrange pour les locuteurs folk, puisqu'ils décrivent souvent ces variétés comme dénuées de règles. La relative aisance avec laquelle des locuteurs qui ne possèdent pas de règles devraient s'approprier un système régulier semble évidente à des locuteurs comme M. Alors, dans ce passage, les incertitudes de l'extrait précédent s'évanouissent un peu, disons le propos se clarifie, puisqu'on voit bien ici cette idée que, d'une part,
Et ça va être la thèse Folk qui va être ensuite clairement affirmée. D'une part, il y a cette idée des locuteurs non linguistes que les variétés, disons, marginales, comme l'afro-américain par exemple, ou le français des banlieues si l'on veut, sont des variétés dénuées de règles. Elles sont dénuées de règles. Donc il y a d'un côté l'anglais standard, le français standard qui a des règles, et puis de l'autre des variétés comme l'afro-américain ou comme le français des banlieues qui n'ont pas de règles. Bon. Alors, vous voyez bien que cette opposition, enfin vous vous doutez bien que cette opposition entre il y a des règles, il n'y a pas de règles, est une sorte quand même, enfin est sans doute liée à une sorte de projection sociologique, avec cette idée que dans ces endroits où on parle les variétés non standards, eh bien ce sont des endroits où les gens ne respectent pas les règles, etc. etc. Bon. Donc ce que l'on comprend, c'est que on comprend pourquoi du coup Madame M considère que les locuteurs de la VE sont paresseux, parce que elle estime qu'ils ne font pas l'effort d'apprendre les règles. Bien. Mais ce que pointe Preston, et qui nous donnait tout à l'heure une impression de contradiction, c'est qu'il y a effectivement une contradiction chez les locuteurs spontanés, c'est que ils devraient faire cet effort de faire des règles, et que c'est un effort qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Tout simplement parce que, vous voyez, c'est le passage, la relative aisance avec laquelle des locuteurs qui ne possèdent pas de règles devraient s'approprier un système régulier. Bon, ça ne devrait pas leur poser de problème, normalement. Hein. Ça demande un effort, mais c'est pas si difficile. Bien. Donc il y a une petite subtilité ici entre le fait qu'il n'y a pas de règles, donc il faut faire un effort pour les suivre, ces règles, mais en même temps, n'importe qui peut le faire. Hein. Donc il y a une sorte de subtilité sur ce point. Alors, continuons. Il serait inapproprié par conséquent de suggérer que les croyances implicites de M demandent que les gens dotés de systèmes de règles différents devraient acquérir le sien. En réalité, sa croyance est que les gens qui se comportent d'une manière non régulière doivent faire un effort minimum pour acquérir un comportement régulé par un ordre. Il s'agit là, bien sûr, d'un très sérieux malentendu linguistique. Donc ici, Preston fait une différence très nette entre deux idées. Hein. D'une part, deux façons d'expliquer le propos de M. D'une part, l'idée qu'il y aurait deux systèmes de règles, le système de règles de la variété non standard, le système de règles de la variété standard, et que la croyance de M serait que les gens qui ne possèdent pas son système de règles devraient acquérir le sien. Bien. En fait, pour Preston, la croyance implicite de M est différente. C'est l'idée que, c'est non pas l'idée qu'il y a deux systèmes de règles, mais qu'il y a un système avec des règles et un système sans règles. Hein, et que les gens qui sont dans un système sans règles devraient entrer dans un système avec règles. Et bien sûr, il s'agit d'un malentendu. Hein, et là, Preston va se référer à Leibov, qui est le grand sociolinguiste américain. Qu'importe le système linguistique dont quiconque est porteur, c'est de toute façon un système. Et fait tout aussi important pour ceux qui connaissent ce système de règles, c'est simplement un moyen de communication et un outil d'organisation de la pensée, aussi bien que tout autre système linguistique, comme William Leibov l'a montré de manière si convaincante dans son article de 69, La logique de l'anglais non standard. Bon. Donc là, il y a clairement un écart entre une croyance de linguistique folk ou de linguistique spontanée,
et puis ce que savent les linguistes, hein, puisque bien sûr la réalité linguistique, c'est qu'il y a d'une certaine façon deux systèmes de règles. Alors, poursuivons. Le présupposé de M selon lequel les variétés non standards sont dénuées de règles fait clairement lié à la théorie folk du langage la plus répandue, du moins aux États-Unis, est le fondement de la majeure partie de sa diatribe contre les locuteurs de l'anglais afro-américain. Alors, bien, donc, vous voyez qu'ici, Preston met en relation une croyance épilinguistique, hein, une croyance relevant d'une thèse folk sous-jacente, une théorie folk sous-jacente. Cette théorie fait partie d'une certaine façon d'un clivage social ou racial. Alors, on a donc, avec cet exemple emprunté à Preston, un exemple typique de théorie folk au sujet du langage. Les parlers éloignés de la norme, l'anglais afro-américain, sont dénués de règles. Et c'est bien sûr ce qui peut expliquer leur rejet par certains types de locuteurs qui, eux, estiment qu'ils suivent les règles de la langue, mais au fond, comme j'avais dit tout à l'heure, pas seulement les règles de la langue, toutes les règles de la société, d'une certaine façon. Hein. Alors, je voudrais quand même préciser une chose qui peut être ambiguë et qui a peut-être introduit un certain nombre de malentendus dans les propos des linguistes. Ça n'est pas parce qu'on dit que les systèmes linguistiques, enfin les variantes ou les variétés d'une langue qui sont non standards, prenons pour être concret le cas, enfin être concret, être proche des réalités que vous connaissez, le cas du français des banlieues. Ce n'est pas parce que je vais dire, par exemple, que le français des banlieues possède ses propres règles et que on ne parle pas n'importe comment le français des banlieues, ou que même le verlan, qui a été étudié par plusieurs linguistes, a des modes de formation, des mots qui sont très très réguliers, qui s'expliquent très bien, qui d'ailleurs parfois correspondent à des mécanismes qu'on trouve ailleurs dans la langue. Hein. Bon. Donc ça n'est pas parce qu'on considère que une variété non standard a forme un système, c'est-à-dire a sa propre cohérence, etc. Comme la variété standard a sa cohérence, ça n'est pas parce qu'on dit cela qu'on met ces deux variétés sur le même plan au niveau sociolinguistique. Il faut évidemment, personne ne peut nier que socialement, quelqu'un qui ne peut maîtriser que la variété non standard d'une langue, personne ne peut nier que socialement il sera pénalisé d'une façon ou d'une autre. Hein, et que la norme langagière dans la société joue un rôle, a un poids extrêmement important. Donc j'insiste sur ce point parce que quand on dit de cette façon, oui, eh bien, le français des banlieues est un système comme un autre, ce qui est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a une organisation systématique de cette variété, il y a une façon de parler, un vocabulaire, peut-être une syntaxe, etc., etc. Il y a un système, il y a des règles pour cette variété, au même titre que le français, disons, standard, à supposer que ça existe, mais bon, on peut, sans entrer tellement dans les détails, on peut être à peu près d'accord sur l'idée qu'il y a un français à peu près standard, mais bien qu'il varie selon un peu selon les milieux sociologiques, mais enfin, passons sur ces détails. Il est vrai que les systèmes, en tant que système, ont chacun des règles, et donc sont des systèmes, mais ça n'est pas parce qu'on dit qu'ils sont des systèmes que l'on dit forcément qu'ils ont la même valeur au plan social. Je ne parle pas de valeur intrinsèque, hein, je ne veux pas dire que, par exemple, le système du français des banlieues serait un système
dégénéré ou moins développé. Alors sans doute le vocabulaire est moins riche mais tout simplement parce que cette variété ne vise à parler que d'un type de choses très particulier et que voilà, c'est pas moi, bon, enfin, je ne veux pas développer ce point, mais bon, donc ces deux systèmes sont différents, non pas qualitativement d'une certaine façon, c'est une impasse, je pense, d'essayer de défendre l'idée qu'une variété non standard serait plus pauvre intellectuellement, par exemple. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Bref. Mais en revanche, là où il y a une différence dont il faut bien sûr être conscient, mais ça, je veux dire, chacun l'est, hein, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je le précise parce que les propos des linguistes ont parfois été pris dans ce sens. Il y a bien une différence au plan socio-linguistique, au plan de l'image qu'on donne de soi lorsqu'on parle, selon qu'on parle une variété standard ou une variété non standard. Dans les deux sens d'ailleurs. Hein, bon. Voilà. Alors cette précision faite, pour revenir sur cette question de la norme, je vais donner rapidement un exemple, un autre exemple. J'avais dit que j'en parlerai un peu, mais j'y reviendrai plutôt la semaine prochaine. C'est le cas de tous les sites qu'on trouve sur Internet qui vous expliquent comment bien utiliser le SMS pour séduire quelqu'un, pour ne pas faire de bêtises, pour que votre tentative de séduction fonctionne. Bon. Encore une fois, je vais juste faire une petite remarque à ce propos, mais j'y reviendrai plus longuement la semaine prochaine. Donc, il est clair que cette démarche relève bien de l'épilinguistique, fait partie, si vous voulez, de la folk linguistics, hein, puisque on a affaire à ces fameux coachs, plus ou moins autoproclamés. Hein, jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'école supérieure de coaching séduction. Bon, donc, ce sont des locuteurs non linguistes qui fournissent des prescriptions sur des usages linguistiques. Hein, ils vous disent voilà, ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire, etc. Donc compte tenu de l'objectif qui est de vous donner une image favorable auprès de la personne à laquelle vous adressez, bon, bien entendu, c'est un commerce, hein, cette affaire, la plupart du temps, les conseils qu'on vous donne sont tarifés, hein, ça n'est pas ce n'est pas de la philanthropie. Bon, alors, ces analyses reposent la plupart du temps sur, toujours, hein, sur des hypothèses qui concernent la façon dont le message va être perçu par l'interlocuteur. Et pour venir au seul point que je voudrais relever ici, c'est qu'il y a une constante quand on regarde enfin je ne vais pas regarder tout, hein, mais quand on parcourt les sites qui traitent de ces questions, tous vous disent qu'il ne faut pas employer le langage SMS, hein, c'est-à-dire le langage abrégé, bref. Donc on a là quelque chose qui semble assez parallèle avec cette idée qu'on a vue d'une variété de langage qui est, qui est une variété non standard. Hein. Alors, est-ce qu'on peut appliquer au langage SMS cette fameuse théorie folk que les parlers éloignés de la norme sont dénués de règles? Est-ce que ce serait parce que le langage SMS est dénué de règles qu'il serait proscrit dans la situation de tentative de séduction? Alors, on voit bien qu'ici, cette notion d'être dénué de règles ou pas dénué de règles joue un rôle moins important parce que la question n'est plus une question sociale globale avec un univers, disons, qui sort de la norme, aussi bien au plan langagier qu'au plan sociologique, disons, et qui, vu du point de vue de la locutrice M de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qui, elle, se considère comme étant au cœur de la norme. Bon.
Donc on n'est plus dans un cas là d'opposition entre un milieu régulé et un milieu non régulé, mais plutôt dans une situation où il est question de donner une certaine image de soi. On verra la semaine prochaine quelles sont les justifications que donnent les coachs en séduction, mais au fond, ce qu'on perçoit bien, très simplement, disons, c'est que certains parlers sont adaptés à certaines situations, d'autres, alors là, il s'agit plutôt d'écriture, hein, dans le cas du SMS que de parler, mais c'est exactement la même chose, une certaine façon d'écrire les SMS, donc en utilisant le langage abrégé SMS, n'est pas adaptée pour donner une bonne image de vous, parce que vous devez montrer, pour toutes sortes de raisons intéressantes d'ailleurs, que vous êtes capable de maîtriser le français. Alors, je prends maintenant un deuxième exemple. Alors, ce second exemple est un peu différent. Il porte sur une discussion relative à la différence de sens entre les mots cadeau et présent. Alors, on commence par un personnage, D, qui dit la chose suivante. Souvent, un cadeau, c'est comme si tu vas à une réunion Tupperware et il te faut un cadeau. C'est, enfin, je pense que c'est plus impersonnel qu'un présent. Un autre personnage, G, répond non, il n'y a pas de différence. D réplique c'est vrai, il n'y a pas pas réellement de différence, mais il y en a une malgré tout quand on les utilise. G insiste, il n'y a pas de différence. Un autre personnage dit peut-être qu'on pourrait aller chercher dans le dictionnaire pour voir ce que cadeau veut dire. Et ensuite, D dit je pense techniquement qu'il n'y a pas de différence et il consulte le dictionnaire pour cadeau et présent. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet extrait, mais bon, on va prendre ce que dit Preston. Alors, cet exemple, on va le voir, conduit aussi à une distinction nette entre une théorie linguistique du langage et une théorie spontanée du langage. Donc tout à l'heure, on a vu que la théorie spontanée de M était fausse, hein, c'est-à-dire l'idée que les variétés non standards sont dénuées de règles. C'est une théorie fausse. Là, ça va être une autre théorie fausse dont il va être question. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les théories spontanées sont fausses. Hein. Certaines seulement le sont. Si nous nous concentrons sur « il n'y a pas de différence » et « il y en a une malgré tout quand on les utilise », nous allons directement au cœur de l'énorme différence qui existe entre les locuteurs folk et les linguistes, et nous nous dirigeons, je l'espère, vers une meilleure compréhension des croyances et théories qui sous-tendent les théories folk. Bien, alors, voyons donc en quoi on va avoir une meilleure compréhension des croyances et théories qui sous-tendent les théories folk. Quand D nous dit qu'il n'y a pas de différence, il se réfère à la croyance selon laquelle le langage est codifié quelque part dans une réalité externe à l'esprit humain. Quand il remarque qu'on utilise les deux mots d'une manière différente de la codification, il se réfère à des pratiques qui, selon lui en tout cas, ne constituent pas la réalité du langage. Les linguistes pensent évidemment tout autrement. Dans cette citation, Preston émet l'hypothèse que le fait d'aller consulter le dictionnaire renvoie à l'idée qu'il y a une croyance spontanée selon laquelle le langage est codifié quelque part. Il y a une bonne façon de parler qui existe quelque part, et que, en cas d'hésitation, on doit se conformer, vérifier dans cette codification si on a bien employé le mot. Alors, les linguistes pensent évidemment tout autrement. Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, schématiquement, la théorie folk du langage, vous le voyez, se présente sous une forme hiérarchisée, descendante, dans laquelle vous avez au sommet
le langage, avec un grand L si vous voulez, là tout est en majuscule, et de ce langage qui serait codifié quelque part, dériverait le langage correct, et puis un peu en dessous le langage ordinaire, et puis en dessous les dialectes et les erreurs, hein, qui à chaque fois nous éloignent de cette réalité externe qu'est le langage. Alors que une théorie linguistique du langage part des usages, ce qu'on appelle les idiolectes, hein, c'est-à-dire les façons spécifiques de parler de chaque personne à la limite ou chaque micro-groupe, hein, pour arriver vers des dialectes où on a des groupements plus grands, et puis un ensemble de dialectes forme une abstraction qu'est le langage. Mais c'est une abstraction, ça n'est pas une réalité qui existe quelque part. La seule réalité qui existe, c'est ce que les gens disent, hein, finalement. Alors, voici comment Preston explique cela dans un texte, dans un autre texte de 2003, dont je vous le traduis en français. Les linguistes ont créé une abstraction, disons, consensuelle, hein, le langage, en supposant qu'il y a un groupe monodialectal qui ne fait pas d'erreur, un groupe de locuteurs monodialectal sans erreur, monostylistique. Bon. Ils savent qu'un tel groupe n'existe pas. C'est une abstraction. The folk, donc les locuteurs spontanés, les locuteurs naïfs, si l'on veut, les locuteurs folk, cependant, ont l'air de croire dans cette abstraction. Et ils accordent de l'importance aux déviations par rapport à cette abstraction. Alors vous voyez que ici, d'une manière, vous voyez un schéma un peu plus détaillé que celui que je présentais tout à l'heure, donc le langage humain tout en haut, avec une première branche l'indo-européen, puis l'anglais s'opposant à d'autres langages, à d'autres langues indo-européennes. Ensuite, vous avez les différentes variétés de l'anglais, hein, l'anglais britannique, l'anglais américain, éventuellement d'autres formes de l'anglais. À l'intérieur de l'anglais américain, vous avez la AVE, dont on a parlé, l'anglais du Sud, d'autres. Et puis, à l'intérieur, vous avez plusieurs styles, plusieurs types de locuteurs. Pour un locuteur donné, vous avez les erreurs, les interférences, et puis le reste, enfin bref. Donc, vous voyez que, en fait, la réalité qui est tout en bas du schéma, c'est la réalité qu'observe le linguiste. Hein. Tout ce qui est au-dessus, le linguiste ne fait que le reconstruire. Bien. Alors, quelques conclusions sur cette analyse de Preston. On l'a vu, il s'agit d'un point de vue qui est fondamentalement sociolinguistique. Hein. C'est une description et une analyse de variations qui sont liées à des variations sociales, bon, sociolinguistiques ou ethnolinguistiques. La linguistique populaire peut être considérée, je le redis, c'est le point à partir duquel nous avons commencé cette réflexion, la linguistique populaire peut être considérée comme une traduction de la folk linguistics, donc comme un programme de recherche qui s'inscrit dans la même perspective. Et ce qu'on peut remarquer tout de même, c'est que Preston ne s'intéresse qu'à une partie de ce qu'on dit à propos du langage. Hein. Il va s'intéresser surtout aux variations qui ont une pertinence du point de vue sociologique ou du point de vue sociolinguistique. Mais il y a d'autres variations
qui existent, qui ne dépendent pas de facteurs uniquement sociaux et qui dépendent de facteurs cognitifs qui n'ont pas forcément une surdétermination sociale et auxquels il n'y a aucune raison de ne pas s'intéresser si on s'intéresse à la dimension, au champ de l'épilinguistique et donc à la linguistique folk, populaire ou spontanée. Voilà, donc je poursuivrai la semaine prochaine en approfondissant un peu ces notions et en m'interrogeant peut-être sur la dénomination linguistique populaire. Est-ce qu'il est préférable pourquoi, à mon avis, il est préférable de parler de linguistique spontanée plutôt que linguistique populaire ou de linguistique naïve. Voilà, donc à la semaine prochaine.